Bonjour, aujourd'hui on est en économie en première STMG. Le chapitre concerne l'intensité de la concurrence selon les marchés. Il s'agit du thème 5 du programme d'économie de première STMG. Il y a 2 points sur ce thème, donc 5.1, le degré de concurrence selon les marchés, et 5.2, les stratégies pour dépasser l'intensité concurrentielle. Donc en termes de notions, nous allons voir l'offre et la demande, la concurrence, l'oligopole, monopole, cartel, concurrence imparfaite, barrière à l'entrée, produits substituables et complémentaires, indice de concentration, coût marginal, élasticité prix-demande, élasticité croisée, innovation, différenciation des produits, monopole, oligopole. Donc effectivement, il y a beaucoup de notions qui seront abordées dans le cadre de ce chapitre. Et il va nous sembler probablement très lourd. Donc pour voir ces différentes notions, nous allons suivre un plan en 5 parties. Tout d'abord, en petit 1, la notion de marché. Ensuite, en 2, l'intensité de la concurrence, puis la fixation du prix sur un marché concurrentiel, puis l'élasticité prix-demande et l'élasticité croisée, et enfin, comment dépasser l'intensité de la concurrence sur un marché. Tout d'abord, la notion de marché. La notion de marché, alors la définition simple, c'est un marché est un lieu virtuel ou réel de la rencontre entre l'offre et la demande de biens et services. L'offre de biens et services est proposée par les entreprises et la demande est constituée par l'ensemble des consommateurs. On va prendre un exemple, le marché de l'automobile est le lieu de rencontre entre les constructeurs de véhicules et les acheteurs de véhicules. Bien. Maintenant, il y a la notion de marché pertinent. Un marché pertinent regroupe l'ensemble des produits considérés par les consommateurs comme substituables les uns aux autres. Ces produits substituables peuvent être considérés comme des produits concurrents, car ils ont la même utilité, et peuvent être achetés les uns à la place des autres. Par exemple, le marché pertinent de la photographie regroupe tous les constructeurs d'appareils permettant de faire des photos, donc à la fois les appareils photo, mais aussi les smartphones et les tablettes. Bien, pour la seconde partie qui concerne l'intensité de la concurrence. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la concurrence? En économie, la concurrence désigne la rivalité entre plusieurs agents sur un même marché. Cette concurrence, elle peut être parfaite ou imparfaite. Sous l'appellation concurrence imparfaite est regroupé un certain nombre de structures de marché dans lesquelles au moins une des conditions de la concurrence pure et parfaite n'est pas respectée. Donc nous allons voir tout de suite ce qu'est la concurrence pure et parfaite. La notion de concurrence pure et parfaite est issue de la théorie néoclassique. Alors, on respire. Ça a l'air compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Donc, pour qu'il y ait concurrence pure, il faut qu'il y ait atomicité, transparence, homogénéité. Pour qu'il y ait concurrence parfaite, il faut qu'il y ait liberté d'entrée et de sortie sur les marchés et libre circulation des facteurs de production. Donc, il y a concurrence pure et parfaite quand les 5 points sont respectés. C'est-à-dire qu'il y a à la fois atomicité, transparence, homogénéité, libre entrée et sortie sur le marché et libre circulation des facteurs de production. Bien. Alors, qu'est-ce que l'atomicité? L'atomicité, c'est le fait qu'il existe un grand nombre d'agents économiques sur ce marché. La transparence, c'est l'équivalent de l'information parfaite. Ça veut dire que les offreurs et les demandeurs sont parfaitement informés des caractéristiques des produits et des prix auxquels ils sont proposés. Et l'homogénéité, c'est quand toutes les entreprises livrent des produits et services que les acheteurs jugent identiques ou homogènes. Maintenant, la liberté d'entrée ou de sortie, ça veut dire que quiconque veut s'adonner à une certaine production peut le faire sans restriction ni délai et pénétrer sur le marché. Ça veut dire qu'il peut facilement concurrencer les acteurs économiques qui sont déjà sur ce marché. Et maintenant, la libre circulation des facteurs de production, ça veut dire que le capital et le travail, qui sont les facteurs de production, doivent pouvoir se déplacer librement à la recherche de la meilleure opportunité de rémunération. Donc,
il faut qu'il y ait, donc je répète, pour qu'il y ait concurrence pure et parfaite, il faut qu'il y ait atomicité, transparence, homogénéité, liberté d'entrée et de sortie sur le marché et liberté de circulation des facteurs de production. Nous allons voir que c'est la réalisation de ces 5 points n'est pas forcément simple à obtenir. Bien. Alors maintenant, nous allons voir l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle désigne le nombre d'entreprises présentes sur un marché. Donc, on recense 3 grandes situations. La situation de monopole, c'est-à-dire qu'il y a un seul offreur et de nombreux demandeurs, ce qui fait que l'intensité concurrentielle est nulle. C'est l'exemple de la SNCF, j'ai envie de dire actuellement, quand le marché des transports n'est pas encore ouvert à la concurrence. En ce qui concerne les oligopoles, maintenant, ça veut dire qu'il y a quelques offreurs et de nombreux demandeurs. L'intensité concurrentielle est faible. On est par exemple sur le marché des eaux en bouteille en Martinique. Enfin, le marché est concurrentiel quand il y a de nombreux acteurs et de nombreux demandeurs. Ça veut dire qu'il y a une forte intensité concurrentielle. C'est par exemple le marché de l'habillement. Alors, on va quand même faire un petit point sur la notion de cartel. Les cartels sont des accords formels ou informels entre des entreprises a priori concurrentes pour fixer des prix élevés, limiter la production et empêcher la diffusion de leur avance technologique et gérer de manière coordonnée leur part de marché. Alors, on a un exemple en 2018, le 6 décembre 2018, l'autorité de la concurrence a sanctionné 6 fabricants d'électroménagers parce qu'entre 2006 et 2009, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre de réunions secrètes près du siège de leur syndicat à Paris pour déterminer ensemble de la hausse des prix des biens qu'ils proposent aux consommateurs. Et donc, en fait, ils ont reçu une amende de 189 millions d'euros pour cette entente sur les prix. Parce qu'en fait, cette entente sur les prix fait que le consommateur se retrouve avec, quelle que soit la marque, des prix à peu près similaires. Et donc, en fait, il n'a pas d'autre choix que de prendre les produits, puisqu'il en a besoin. Et en fait, il n'y a pas de liberté de fixation des prix, et donc il n'y a pas une offre large au niveau des prix. Maintenant, on va voir les barrières à l'entrée et l'entrée potentielle de nouveaux concurrents. Alors, une barrière à l'entrée désigne un obstacle qui rend difficile ou impossible l'implantation d'une entreprise sur un marché. Donc, il y a les barrières naturelles, c'est quand la production requiert l'utilisation de ressources naturelles rares, sachant que le nombre de producteurs est limité. On va penser par exemple au nickel et l'existence de gisements miniers. Ensuite, il y a les barrières économiques, c'est quand le coût d'entrée sur le marché est élevé, c'est-à-dire par exemple qu'il y a un investissement initial qui est important, ce qui freine l'arrivée de concurrents potentiels. Par exemple, ce sont les activités qui utilisent des réseaux. Et enfin, les barrières réglementaires, c'est quand les règles ou les lois fixent l'obligation à l'entrée sur le marché. Par exemple, sur le marché des pharmacies, il est nécessaire d'avoir une licence. Donc, il faut savoir que plus les barrières à l'entrée sont nombreuses et plus l'entrée de potentiels concurrents est limitée et inversement. Donc, les barrières à l'entrée veut dire qu'en fait, ça empêche l'augmentation du nombre de concurrents sur un marché, du nombre d'acteurs présents sur un marché. Maintenant, la présence de produits substituables. L'intensité concurrentielle dépend de la présence de produits substituables, c'est-à-dire de produits qui répondent aux mêmes besoins. Plus un marché compte d'entreprises proposant des produits substituables et plus l'intensité concurrentielle sur ce marché est élevée. Maintenant, on va voir comment on mesure l'intensité concurrentielle. Donc, il existe un indice qui permet de mesurer cette intensité concurrentielle. Il s'agit de l'indice IHH, c'est-à-dire Inferdal-Hirschman. Et pour calculer cet indice, il faut faire la somme
des parts de marché au carré des différents offreurs sur le marché. Donc, si jamais vous avez un sujet sur ça, la formule vous sera donnée. Et donc, si l'IHH est inférieur à 1000, ça veut dire que le marché est concentré. Si il est compris entre 1000 et 2000, ça veut dire qu'il est relativement concentré. Et s'il est supérieur à 2000, ça veut dire qu'il est très concentré. Un marché peu concentré, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offreurs sur ce marché. Et inversement, s'il est très concentré, ça veut dire qu'il y a très peu d'offreurs sur ce marché. Maintenant, on va voir comment se fixe le prix sur le marché concurrentiel. Alors là, on va véritablement entrer sur la théorie économique elle-même. Donc, sur un marché parfaitement concurrentiel, une entreprise n'a pas de pouvoir de marché. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas elle qui décide des prix de ses produits. En quelque part, le prix des produits s'impose à elle. Alors, le prix d'un produit sur un marché concurrentiel se fixe dans la rencontre entre l'offre et de la demande. La courbe d'offre est une fonction croissante du prix. Donc, il s'agit de la courbe verte, c'est-à-dire que les quantités augmentent à mesure que le prix de vente est élevé. Et la courbe de demande, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une fonction décroissante du prix. Donc, plus le prix est élevé, plus la quantité demandée sera faible. Et en fait, le prix se fixe à l'intersection de ces deux courbes, c'est-à-dire l'intersection entre la courbe d'offre et la courbe de demande. Donc, le prix d'équilibre est atteint lorsque la demande est égale à l'offre, c'est-à-dire au moment de l'intersection entre les deux courbes, et c'est la valeur pour laquelle l'échange peut se réaliser. Si on est en situation de surproduction, c'est-à-dire si l'offre est supérieure à la demande, les offreurs vont être amenés à diminuer le prix de vente afin d'écouler leur stock. Parallèlement, là, au fur et à mesure que le prix de vente va diminuer, la demande va augmenter. Maintenant, en situation de pénurie, c'est-à-dire si l'offre est inférieure à la demande, les offreurs vont pouvoir proposer des prix élevés car toutes les demandes ne seront pas satisfaites et certains demandeurs vont être prêts à accepter des prix plus élevés. Les perspectives de profit vont faire augmenter l'offre et l'augmentation des prix va faire diminuer la demande. Maintenant, l'équilibre sur le marché. Le prix d'équilibre sur un marché s'établit par tâtonnement, c'est-à-dire ajustement progressif des prix à la hausse ou à la baisse en fonction du niveau de l'offre et de la demande. Il se définit comme le prix pour lequel l'offre est égale à la demande ou encore comme le prix pour lequel les quantités offertes sont entièrement écoulées et les quantités demandées sont entièrement satisfaites. Tout choc, c'est-à-dire augmentation du prix des matières premières par exemple ou baisse des salaires qui modifie l'offre ou la demande, va provoquer un ajustement des prix et assurer ainsi un retour à l'équilibre. Maintenant, quel impact de la concurrence sur le consommateur? Pour que le prix se fixe sans entrave, il faut que le marché soit en situation de concurrence. En effet, dans une situation de concurrence, le prix est déterminé par le marché. Donc, ça veut dire que le prix s'impose à l'entreprise. Et donc, l'entreprise produit tant que la vente d'une unité supplémentaire de bien lui rapporte plus qu'elle ne lui coûte. Le prix converge alors vers le coût marginal de production, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite. Cette situation est avantageuse pour le consommateur qui bénéficierait alors de prix bas. Si le marché est en situation de monopole ou d'oligopole, les producteurs pourront décider de fixer des prix plus élevés. Donc, ça veut dire qu'en situation de monopole ou d'oligopole, la concurrence n'est pas parfaite. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les producteurs ont un certain pouvoir de décision et ils peuvent décider de fixer des prix plus élevés.